Je vais vous parler aujourd'hui de la pédagogie explicite en l'appliquant à l'enseignement du français du CP au CM2. Alors la pédagogie explicite, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une nouvelle méthode miracle. C'est tout simplement une synthèse de toutes les meilleures pratiques en enseignement. Ça s'applique au français mais aussi aux mathématiques et vous allez voir aussi à d'autres sujets. Et ça a apporté la preuve de son efficacité par les recherches qui ont été menées depuis 40 ans en éducation. Alors, il faudrait que je réussisse à faire fonctionner ceci. Voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter la pédagogie explicite, d'où ça vient, d'où vient ce terme, et pour le définir simplement, et vous expliquer comment est-ce qu'on sait que ça marche. C'est une façon de faire classe. Je ne sais pas parmi vous combien sont professeurs. Vous pouvez lever la main si vous êtes professeur en poste. Voilà. Si vous mettez en œuvre les principes que je vais essayer de vous exposer, vous pouvez être sûr que vous aurez des résultats favorables pour tous vos élèves. Alors, comment l'appliquer en classe? Donc, les grands principes, et on va prendre une séance de français comme modèle pour la mettre en œuvre. Quelques exemples en lecture et en écriture, en grammaire et en orthographe, en compréhension. Et est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que c'est fait pour vous en tant que professeur? Est-ce que c'est fait pour vos élèves? Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines d'enseignement? Donc la pédagogie explicite, ce n'est pas une méthode qu'un beau matin, un professeur ou un chercheur a inventé en se levant. C'est le fruit d'études comparatives qui ont été menées de manière systématique par des chercheurs pendant 40 ans et qui sont arrivés à la conclusion que certaines choses marchent et certaines choses ne marchent pas. Et que ce n'est pas une science exacte, évidemment, la pédagogie, mais qu'on peut quand même avancer toujours dans le même sens. Donc ce n'est pas une méthode miracle. Et le principe, il est assez simple et vous allez voir que vous n'allez rien découvrir de nouveau. En fait, on va décomposer chaque exercice en petites difficultés, accessibles à tous les élèves, pour que les élèves parviennent à comprendre l'objet de l'enseignement, pour faire accéder à leur conscience ce que vous voulez leur enseigner. Et on fait beaucoup de choses de manière inconsciente dans la vie. Quand on lit, quand on comprend un texte, quand on est ému, quand on compte, quand on calcule, on fait beaucoup de choses de manière inconsciente. Mais votre rôle de professeur, c'est de faire accéder à la conscience de manière planifiée et volontaire à vos élèves certaines difficultés qu'ils vont pouvoir transformer en stratégie, en procédure, en raisonnement, en démonstration, pour pouvoir les appliquer à des situations nouvelles. Et moi, je vais vous prendre l'exemple du français, mais ça pourrait être vrai pour d'autres matières. Pour le dire aussi d'une manière différente, le principe fondamental de la pédagogie explicite, c'est que vous, en tant que professeur, quand vous entrez dans la classe, vous avez conscience que vous êtes l'agent du changement, que vous êtes vraiment en train de changer vos élèves. Ça vient s'opposer à une conception de l'éducation qui consiste à dire que vous êtes simplement l'observateur, le facilitateur, le guide. Non, vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes l'agent du changement. Vous êtes celui ou celle par qui vos élèves vont apprendre des choses nouvelles. Siegfried Engelmann, celui qui a lancé, on va dire, cette idée de pédagogie explicite, le dit de façon très radicale, l'élève n'apprend que si l'enseignant enseigne. Donc, qu'est-ce que la pédagogie explicite? Alors, on va partir sur cette idée. Dans les années 70, le gouvernement américain a lancé un projet qui s'appelait le projet Follow Through. Aller jusqu'au bout. Follow Through, ça veut dire on va aller jusqu'au bout. En pédagogie, qu'est-ce qui marche? On a tous une vision différente de l'éducation. On a tous une vision très élevée de ce qu'on veut pour les élèves. Est-ce qu'on veut qu'ils soient des experts, de bons scientifiques? Est-ce qu'on veut qu'ils soient cultivés? Est-ce qu'on veut qu'ils soient heureux? Est-ce qu'on veut qu'ils aient confiance en eux?
Est-ce qu'on veut qu'ils maîtrisent les savoirs de base? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc chacun fixe un objectif, mais il faut pouvoir le mesurer. Il faut pouvoir mesurer l'objectif qu'on fixe à l'éducation. Donc on a 3 décennies de recherche en efficacité de l'enseignement qui ont mesuré les résultats des élèves en fonction des différentes pédagogies. On a les apprentissages de base. Il y a certaines pédagogies qui ont dit « nous, on n'est pas très ambitieux, on va simplement enseigner les savoirs de base. Lire, écrire, compter, calculer. » Il y a ceux qui disaient « non, nous, ce qui nous intéresse, c'est apprendre les compétences élevées, apprendre à résoudre des problèmes, apprendre à comprendre un texte, apprendre à rédiger un texte. » Puis il y a ceux qui disaient « nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enfants soient épanouis, soient heureux et confiance en eux. » Donc vous êtes d'accord que c'est 3 objectifs qui sont très différents. Et qu'en fonction de ces objectifs, il est raisonnable de penser que les méthodes soient très différentes pour y parvenir. On va faciliter le travail collaboratif, par exemple, si on veut que les élèves soient épanouis. Par contre, on va favoriser le par cœur et les exercices répétitifs si on veut que les enfants soient très forts en calcul mental. Mais évidemment, et c'est tout l'intérêt de cette présentation, les résultats ont surpris tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici tout à gauche, Direct Instruction, c'est l'autre nom de la pédagogie explicite. C'est le programme d'une école qui s'est dit, nous, on va se concentrer sur les savoirs de base. Les multiplications, la lecture, l'écriture, l'orthographe. Et notre souci, ce n'est pas l'épanouissement des enfants, ce n'est pas qu'ils puissent résoudre des problèmes compliqués. Et puis, il y avait d'autres écoles, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette analyse, mais il y avait d'autres écoles qui ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enfants soient épanouis. Ou ce qui nous intéresse, c'est que les enfants soient collaboratifs entre eux. Ici, vous voyez la performance de chacun des modèles dans les 3 compétences. Donc, en bleu, les apprentissages de base, en rouge, le développement cognitif, et en jaune, le développement affectif. Vous voyez que celle qui avait les objectifs les plus modestes est celle qui a réussi à avoir les meilleurs résultats dans les 3 domaines. Pour le dire autrement, un enfant qui réussit, un enfant qui apprend à lire, qui apprend à compter, qui apprend à calculer, se sent mieux, a plus confiance en lui. Et plus tard, quand on va lui demander de résoudre des problèmes, quand on va lui demander de rédiger des rédactions, quand on va lui demander de lire des livres compliqués, il y arrivera mieux. Il faut absolument garder ça à l'esprit. Les savoirs de base, ce sont les pierres angulaires de la construction psychique de votre enfant. Et le cerveau fonctionne de cette manière. Ça, c'est une étude qui date du début des années 80, celle dont je vous ai parlé. Mais depuis, évidemment, surpris, subjugués par ces résultats étonnants, de nombreuses recherches ont été menées pour essayer d'étayer en fait, ces résultats. Et je ne vais pas vous lister toutes les recherches qui ont été faites, mais toutes vont toujours dans le même sens. L'enseignement explicite, celui dont je vais vous parler, est celui qui, pour les 3 domaines, à savoir les compétences de base, les compétences élevées et le développement affectif, sont celles qui ont les meilleurs résultats. La dernière en date, c'est John Hattie, qui a écrit un ouvrage monumental qui s'appelle Visible Learning et qui a compilé plus de 800 méta-analyses portant sur 50 000 études et donc un total de 250 millions d'élèves sur plus de 30 ans, est arrivé à la même conclusion. Vous, en tant que professeur, vous êtes les agents du changement et vous devez jouer votre rôle de professeur en instruisant les enfants, en transmettant les savoirs. Et je vais vous donner quelques pistes. Alors, rien de miraculeux dans ce que je vous dis, en fait, vous le savez déjà, en réalité. Mais je vais vous donner quelques pistes pour préciser un peu ce que ça signifie. Déjà, qu'est-ce que c'est la pédagogie explicite? C'est un enseignement structuré où l'enseignant démontre, guide, corrige les élèves de manière à obtenir une meilleure compréhension des notions. Vous jouez votre rôle de guide et vous ne laissez jamais les élèves
déduire par eux-mêmes sans vous assurer que leur compréhension est juste. Ce que ce n'est pas, en revanche, et on pourrait le penser, à m'entendre, parce que je suis parfois un peu radical quand je parle, ce n'est pas un enseignement magistral où vous, professeurs, vous enseignez devant des élèves qui sont passifs. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas non plus, à l'inverse, des activités de découverte dans lesquelles les enfants découvrent par eux-mêmes. Ça, vous l'aurez compris. C'est un juste milieu. Je précise une chose, à la fois les recherches ont montré que l'enseignement explicite était beaucoup plus efficace que les autres, mais il a inversement démontré que l'apprentissage par la découverte, commencer une séance par une phase de découverte, ce qui est pourtant une pratique très très répandue dans les écoles, est toujours négatif, a toujours un impact négatif. Donc comment appliquer tout ce que je vous dis ? Il y a 9 principes. Premièrement, et encore une fois, hein, je n'ai pas du tout l'impression de vous apprendre quelque chose de nouveau, c'est du bon sens pur. On va aller du simple au complexe. L'idée, c'est que vous allez devoir apprendre aux élèves, on se concentre, je ne l'ai pas précisé, mais on se concentre vraiment sur l'école primaire, ici, dans cette présentation. Vous allez devoir faire en sorte que les élèves, à la fin de l'école primaire, sachent lire et écrire des textes complexes, résoudre des problèmes de mathématiques complexes. Mais pour lire et pour écrire, il faut avoir appris les graphèmes et les phonèmes, il faut pouvoir avoir appris la grammaire, il faut avoir appris la conjugaison, il faut avoir appris l'orthographe, il faut avoir appris la concordance des temps, il faut avoir appris énormément de choses. Et vous ne pouvez pas attendre de vos élèves qu'ils comprennent tout d'un coup. Donc en fait, tout est une question de progression. Aller du simple au complexe, de manière à découper chaque séance avec un élément nouveau, que chaque séance soit nouvelle, mais d'une petite nouveauté accessible à tous les enfants. L'unicité de la tâche, c'est la contrepartie de ça. Ça veut dire que quand vous demandez aux élèves de faire un exercice, il faut qu'ils puissent se concentrer sur l'objet de la séance. Est-ce que c'était de mettre au pluriel ? Est-ce que c'était de mettre au féminin ? Est-ce que ce sont les pluriels en S ou les pluriels en X ? Quelle était la difficulté ? L'unicité de la tâche, c'est Maria Montessori qui en a parlé le mieux dans une classe Montessori. D'ailleurs, je le précise, la pédagogie Montessori est une pédagogie explicite. Quand on présente une notion dans la pédagogie Montessori, on la présente selon la leçon en 3 temps. Et la leçon en 3 temps, le premier temps est le temps explicite. Donc, dans le matériel de Maria Montessori, si l'objectif du matériel est de permettre aux enfants de comprendre, de distinguer les couleurs, tout le matériel va avoir la même forme. Si en revanche, l'objet de la séance, du matériel est de faire distinguer les différentes formes, toutes les formes vont avoir la même couleur. Donc on se concentre, on ne fait varier qu'une seule caractéristique. Et c'est très important quand vous concevez des exercices pour vos élèves ou quand vous choisissez des manuels. Ce qui est frappant dans un manuel de pédagogie explicite, c'est que les exercices ont l'air d'être très simples. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule variable qui change à chaque fois. C'est ça qu'on cherche comme but. Et aussi, troisième principe, on va aborder une notion pendant un temps parfois assez long. Pendant 2 semaines ou 3 semaines, on va étudier le nom commun. Mais parce qu'on va la aborder sous toutes ses coutures. Le but, c'est d'aborder peu de notions en même temps, de les aborder en profondeur et jusqu'au bout, de manière à les maîtriser entièrement. Vous, en tant que professeur, vous devez faire en sorte que les élèves aient des objectifs clairs. Vous commencez chaque séance, on va y revenir, vers qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait hier? À quoi ça va vous servir? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Ensuite, vous faites un exercice devant les élèves, ou alors vous observez une phrase, ou alors vous écrivez une phrase au tableau. Et là, vous mettez un haut-parleur sur votre pensée, vous réfléchissez à voix haute,
Parce que là, vous allez jouer votre rôle de modèle. Les mots que vous allez utiliser, les mots que vous utilisez inconsciemment quand vous pensez, en réalité, les enfants ne les ont pas acquis. Quand vous écrivez une phrase et que vous vous dites « Tiens, le sujet de ce verbe, il est au pluriel, il faut que je mette mon verbe au pluriel », les élèves ne sont pas du tout familiers avec les mots pluriel, sujet, verbe, etc. Donc les mots que vous utilisez quand vous réfléchissez à voix haute, les questions que vous vous posez, il faut que vous donniez accès à vos élèves à ce questionnement. C'est ça qui va construire leur propre pensée. C'est donc la pédagogie du modèle. Vous jouez en plein votre rôle de modèle, vous transmettez les connaissances, vos connaissances. Ensuite, une fois que vous avez présenté la notion, la difficulté, l'objet de la séance, que vous avez fait un premier exercice modèle devant vos élèves, vous allez demander aux élèves de faire le même exercice ou des exercices qui vont étayer cette difficulté. Et là, évidemment, il y a certains élèves qui vont y arriver avec plus ou moins de chance. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui auront mal compris, qui auront un malentendu, qui auront mal écouté, etc. Vous corrigez immédiatement. Le feedback, c'est un élément essentiel de la pédagogie efficace, c'est que vous ne laissez jamais une erreur perdurer dans l'esprit d'un enfant, parce que même si vous le corrigez le lendemain, ou 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, vous pourrez toujours lui dire que c'est une erreur, son cerveau aura quand même enregistré l'idée. Donc le feedback est immédiat. Et pendant ce temps-là, vos élèves questionnent, réfléchissent, et vous vous assurez qu'ils ont bien compris et qu'il n'y a pas de malentendu. Un rythme soutenu. Alors, une séance de pédagogie explicite, c'est comme un sprint. Hein. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Vous allez voir tout à l'heure, vous avez 5 minutes de présentation, 10 minutes d'exercice modèle, 25 minutes de pratique guidée. Vous avez 1, 2, 3, 4 exercices. Les élèves ne s'arrêtent jamais. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, évidemment. Mais si vous voulez, quand on apprend une notion nouvelle, l'esprit est concentré vers un objectif. Cet objectif doit être atteint. Et l'effort que vous demandez à vos élèves doit être récompensé. Retenez bien ça. Nous demandons à nos enfants de rester des heures et des heures assis à des tables. Il faut récompenser leurs efforts. Et la pédagogie explicite est un moyen d'y arriver. Ils ne doivent pas s'ennuyer. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et puis, s'entraîner, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, mais vos élèves doivent mettre en pratique immédiatement et de manière autonome la notion que vous avez appris, que vous avez enseignée. Voilà pour les 9 principes. La séance idéale de pédagogie explicite, alors idéal, évidemment, on va adapter évidemment ce schéma à la complexité de la notion, à la difficulté qui est travaillée et à la matière, bien sûr. Là, j'ai pris une séance d'1 heure, mais on sait bien qu'il y a des objectifs qui sont très simples, on peut faire tout ça en une demi-heure. Ou alors, on peut peut-être le faire sur 2 jours. D'accord? Mais on va dire que c'est la séance idéale. 5 minutes de présentation, qu'allons-nous faire aujourd'hui? 10 minutes de modélisation, je fais devant vous, je vous montre. Et là, 25 minutes de pratique guidée, maintenant on fait tous ensemble. Et la 25 minutes de pratique guidée, c'est le cœur. 15 minutes de pratique autonome, et ne pas oublier 5 minutes de récapitulation, où les élèves, après avoir appris ces notions nouvelles, prennent du recul et disent « Est-ce que ce que vous nous avez dit au début, c'est ça que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau aujourd'hui ?» Je vais prendre l'exemple d'une séance de grammaire. Alors, avant ça, je vous propose le cadre. Alors, évidemment, moi, je me suis pas présenté, je suis éditeur de manuels scolaires. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, on l'a mis en pratique dans cette collection. Le cadre de cette collection, c'est un cadre programmatique qu'on veut le plus stable et le plus solide possible. Au cœur, vous avez le but de l'école primaire, savoir lire, savoir écrire. Savoir lire des textes compliqués, savoir les interpréter, savoir aimer lire.
Et puis, savoir écrire sans faute, savoir écrire avec un joli style, etc. Compétences élevées, extrêmement compliquées. Vous voyez qu'en bas, il y a les compétences de base. Savoir lire et écrire. Lire les correspondances graphème-phonème, décoder, lire de plus en plus vite avec fluence, écrire avec un bon geste graphique, encoder, donc savoir traduire des sons en graphème. Ensuite, il y a des compétences un peu plus subtiles qui arrivent au... Vous voyez, ça c'est plutôt le CP, CP, CE1, CE1, CE2, on va acquérir de plus en plus de vocabulaire, on va apprendre les règles de grammaire, et puis tout en haut, les compétences les plus élevées, comprendre, le plaisir de comprendre, le frisson de comprendre, le frisson du suspense, vibrer avec des personnages, se sentir ému, pleurer, rire, parce qu'on a compris les enjeux d'un livre, et ressentir du plaisir, précisément, parce qu'on a découvert la joie de la lecture et de la langue française. Donc tout ça, c'est beaucoup de promesses. Donc il faut maintenant que je sois à la hauteur des promesses que je vous fais. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Là, je vous ai pris une séance de grammaire. J'aurais pu prendre ça en vocabulaire, j'aurais pu prendre ça en compréhension, en rédaction. On va prendre quelques exemples. Mais là, j'ai pris une séance de grammaire de CE1 sur, je me souviens même plus d'ailleurs, sur le genre ou sur le nombre. Nous allons voir. Mais vous allez aborder la notion. Qu'allons-nous faire? D'ailleurs, je ne tiens pas du tout mes promesses de pédagogie explicite parce que je vous dis qu'allons-nous faire et je ne vous dis pas ce qu'on va faire. Donc je crois me souvenir que c'est le pluriel. On va apprendre le pluriel des noms. Donc qu'allons-nous faire? On va réactiver les connaissances utiles qu'avons-nous vues la dernière fois. Parce que, d'après Stanislas Dehaene, le cerveau retient ce dont il perçoit que ça va être important. D'accord? Donc en fait, la mémoire va se concentrer de manière à retenir ce qu'on perçoit qui va être utile plus tard. Donc si vous attirez l'attention des enfants sur les noms communs, par exemple, parce que vous leur dites c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, alors vous allez susciter leur concentration et leur attention. Et pourquoi fait-on cela? À quoi ça va servir? Donc là, vous voyez, on est sur le genre des noms. Et puis, il y a une petite accroche en haut de page. Ce sont mes rituels quotidiens. Avant même d'ouvrir le manuel, en fait, à l'oral, vous allez proposer aux élèves de faire une révision de la séance précédente. C'est un rituel d'analyse où la séance précédente, on a vu la différence entre les noms communs et les noms propres. Et vous allez réactiver leur mémoire, réactiver leur connaissance sur les noms. Donc Marion achète un vélo. Enfin, ce sont des exercices très simples, hein, ça dure 5 minutes. Mais ça permet de réactiver les connaissances et de mettre en projet la séance. Ensuite, modélisation. Je fais devant vous. Vous faites un exercice, une démonstration en détail. Vous mettez un haut-parleur sur votre pensée. Vous sollicitez les élèves. Vous faites semblant de vous tromper. Vous donnez des exemples, des contre-exemples. Que dois-je faire ensuite? Ah, j'ai oublié. Voilà, vous jouez un peu avec eux. C'est pas parce que vous modélisez que les élèves sont passifs. Là, en l'occurrence, encore une fois, avant d'avoir ouvert le manuel, vous avez écrit au tableau, par exemple, vous écrivez un renard. Comment s'appelle la femelle du renard? Alors les élèves vont répondre ou ne pas répondre. Une renarde. Comment est-ce que je vais écrire une renarde? Vous réfléchissez à voix haute, vous vous posez des questions. Une. Ah oui, je crois qu'il y a un E après le U et le N. C'est pour ça qu'on dit une. Renarde. Comment est-ce que je pourrais obtenir le son D et l'entendre? Ah oui, il y a un E muet. Vous réfléchissez à voix haute. Et vous écrivez un renarde, le renard, la renarde. C'est quoi le féminin de garçon? Ah ben, c'est fille. Est-ce qu'on sait comment ça s'écrit, fille? Voilà, donc vous expliquez tout ce qui vous passe par la tête. Et puis, vous parlez, vous mettez des mots précis. Ah oui, donc le nom a un genre, il est masculin ou il est féminin. Devant un nom masculin, on peut mettre un ou le. Vous prenez d'autres exemples, etc., etc. Vous donnez la définition, vous donnez les exceptions.
vous donnez des règles, vous donnez des procédures éventuellement, des recettes, comme vous voulez les appeler, de manière à ce que les élèves se mettent à votre place, par empathie, par mimétisme. Et puis, maintenant, c'est leur tour. Et c'est là le cœur de la séance. Nous faisons tous ensemble maintenant, à l'oral, parfois à l'écrit, parfois sur ardoise, parfois sur atelier. On va étayer et on va approfondir la notion. Là, on a vu le féminin des noms, mais évidemment, il y a plein d'exceptions. Il y a plein de règles qui sont différentes. Et donc, on va essayer de mettre en pratique la notion et l'aborder sous tous ses angles. Ça peut être en fonction des notions, en fonction de votre volonté. Soit vous faites travailler les élèves en binôme, en atelier, à l'oral, collectivement, etc. Peu importe. Et là, vous accompagnez, vous questionnez, vous corrigez, vous vérifiez que tout est bien compris. Et vous avez mis un haut-parleur sur votre pensée. Demandez aux élèves de faire la même chose. Dans une classe de pédagogie explicite, la classe n'est pas silencieuse. Au contraire, les enfants bavardent. Les enfants parlent, les enfants se justifient, les enfants argumentent, les enfants verbalisent. Ils précisent leurs pensées. Parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur raisonnement. Hein. C'est très important. Le mot explicite, vous avez vu, c'est comme moi. C'est très bavard. On parle beaucoup. Donc, ils peuvent discuter entre eux aussi. Donc là, on va prendre des exercices qui sont exactement de la même nature que ceux qui ont été faits par vous. Relève les noms masculins. Alors là, on avait plusieurs stratégies. On pouvait regarder l'article qui est devant, le ou un ou une. Là, vous voyez, on a fait exprès de choisir d'ailleurs des mots qui n'avaient pas forcément un E au féminin ou on est sur une seule règle. Et puis, il y a un petit bonhomme qui rappelle la stratégie. Relève les noms féminins. On continue. Ajoute un ou une devant chaque nom et dit si le nom est masculin ou féminin. Tout ça, ça se fait à l'oral. Je vous passe les détails, hein, c'est vraiment des exercices assez standards. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on avance, on ajoute un degré de difficulté. Alors, en l'occurrence, en étude de la langue, on a adopté un système qu'on appelle identifier, comprendre, utiliser. C'est-à-dire que les exercices vont toujours dans le sens de... On va identifier la notion qui est l'objet de la séance, souligne les noms, ou alors entoure les verbes, ou entoure le sujet, ou identifie le passé composé, identifie l'imparfait, etc. Puis après, comprendre. Alors là, on va rentrer dans des exercices un peu subtils où on va explorer la notion, avec les exceptions, avec les règles, avec les difficultés qui viennent se présenter. Et après, utiliser dans le cadre de phrases que les élèves vont pouvoir inventer ou écrire par eux-mêmes, en utilisant la notion qu'ils auront nouvellement apprise. D'où le côté utilité. Hein. À quoi ça sert de savoir ce que c'est qu'un nom, à quoi ça sert de savoir ce qu'est un féminin? Eh bien, on va vous expliquer à quoi ça sert. Vous allez pouvoir inventer des phrases, vous allez pouvoir écrire des phrases. Vous voyez, à la fin, on finit par « à ton tour, donne 3 noms féminins de fruits, donne 3 noms masculins de sport ». Donc, s'ils arrivent à faire ça, les enfants ont bien compris ce que c'était qu'un féminin et un masculin. Ensuite, toujours dans la même séance, toujours le même jour, sans vous arrêter, toujours avec votre rythme soutenu de sprinter, la pratique autonome. Maintenant, les élèves vont faire seuls. Et là, vous leur donnez le cahier d'exercice. Cahier d'exercice qui reprend exactement les mêmes exercices, mais en miroir. Enfin, les mêmes exercices en miroir, mais cette fois-ci à faire de manière autonome. Évidemment, le but, c'est que l'enfant s'approprie la notion, l'enfant s'entraîne, l'enfant découvre, enfin, oui, c'est ça, enfin, est confronté par lui-même, sans l'aide de ses camarades, sans votre aide à la difficulté. Vous, à ce moment-là, vous êtes moins actif, mais en revanche, vous circulez dans la classe, vous supervisez, et évidemment, votre but, c'est quand même de voir s'il y a des élèves qui ont des difficultés. Donc, vous allez corriger immédiatement si des élèves commettent des fautes. Donc, on reprend les exemples d'exercices, cette fois-ci consommables. On va demander aux élèves d'écrire
Je ne rentre pas dans le détail, on est sur la même typologie d'exercice, sur le même type de difficulté. Je recopie les noms dans le tableau, etc. J'ajoute le ou la devant chaque nom, puis je coche la case qui convient. On explore la notion à fond. Et puis la fin de la séance, c'est l'objectivation. D'accord, on a travaillé, on a fait de la pratique guidée, on a fait plein d'exercices. Entre-temps, il y a des stylos qui sont tombés par terre, il y a un enfant qui a bâillé, il y a un enfant qui a saigné du nez, etc. Il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce qu'on était en train de faire déjà? C'était du français? Oui, c'était du français. Qu'est-ce qu'on a fait en français? On rappelle l'objectif du début de la séance. Nous récapitulons. Et là, alors, vous pouvez le faire sans support ou avec un support. C'est-à-dire, soit vous pouvez le faire à partir d'un schéma, vous pouvez à nouveau effacer tout le tableau et puis écrire le renard, la renarde pour réactiver la mémoire de vos élèves. Vous pouvez vous appuyer sur un schéma récapitulatif de différence entre le féminin et le masculin. Vous pouvez vous appuyer sur un support visuel ou simplement, en fonction de la difficulté de la notion et de vos élèves, le faire à l'oral. Qu'a-t-on appris de nouveau? Et les élèves, laissez-les parler. C'est à eux de récapituler avec leurs propres mots. Parce que ça n'a l'air de rien, c'est 5 minutes, mais c'est la métacognition. La métacognition, c'est qu'ils sont à l'écoute de leurs propres pensées et qu'ils se sentent progresser et qu'ils deviennent tout d'un coup les acteurs de leur propre instruction. D'accord? Donc on n'est pas... Je déteste l'idée, quand on confronte des méthodes, qu'il y ait des méthodes où les élèves sont passifs et où il y a des méthodes où les élèves sont actifs. Évidemment que dans la pédagogie explicite, les élèves sont extrêmement actifs. Je vais vous donner quelques exemples, mais alors vraiment au pas de course. D'autant plus que vous avez déjà eu beaucoup d'ateliers passionnants toute la journée sur la lecture et l'écriture. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, la pédagogie explicite enseigne la lecture et l'écriture de manière syllabique, 100% syllabique. Il faut expliciter le son que fait chaque lettre, il faut choisir une progression 100% syllabique, il faut enseigner la lecture et l'écriture simultanément, expliciter chaque difficulté, les élèves ne doivent rien deviner, et ritualiser les apprentissages, c'est par l'entraînement que vos élèves progresseront en fluence. Excusez-moi si j'accélère un peu le rythme, mais c'est parce que l'heure tourne. La grammaire et l'orthographe, je ne vais pas y revenir puisqu'on a pris un exemple assez long tout à l'heure. Juste un mot. La compréhension, qui est une compétence élevée, complexe, elle aussi peut être enseignée de manière explicite. Parce que quand les élèves comprennent un texte, soit ils sont familiers avec l'univers, ils aiment le sport, c'est un texte sur le foot, ils aiment la science, c'est un texte sur l'espace ou sur les animaux. Dans ces cas-là, ils vont comprendre. Mais vous les confrontez à un texte où ils n'ont pas d'appétence particulière, ils ne vont pas le comprendre. Donc il faut leur donner des stratégies pour comprendre. D'accord? Donc il faut les habituer à ritualiser des questionnements. Ça se passe où? Ça se passe quand? À quoi renvoient ces différentes anaphores? Vous savez, ces pronoms personnels, ces synonymes qui renvoient toujours au même personnage. Est-ce qu'on sait de qui on parle? C'est quoi la raison de cet événement? Et pourquoi est-ce que ce personnage fait ceci? Il y a des expressions qui pour nous sont évidentes, mais qui méritent d'être expliquées. Donc on va expliciter les polysémies de certains mots et les métaphores. Le but, c'est de faire accéder à la conscience de vos élèves des processus qui sont inconscients. D'accord? On va lire un texte compliqué, on croit qu'on comprend, mais on ne sait pas trop pourquoi on comprend. D'accord? On comprend une expression, on comprend une ironie, on comprend un sous-entendu, on comprend une image qui est belle, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, chacune de ces difficultés que j'ai citées peut être isolée et peut être identifiée. Et donc, vous fournissez une stratégie pour que vos élèves, sur de futurs textes, soient capables de les comprendre en autonomie. Et vous, par exemple, vous aussi, en tant que professeur, vous avez une stratégie quand vous lisez. Quelle est votre stratégie? Il faut que vous la confiez et que vous la livriez à vos élèves pour qu'ils la partagent. Je n'ai même malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail. La même chose est vraie pour la rédaction. On va décomposer chaque difficulté
du CE1 jusqu'au CM2, on va partir de la phrase « se déplacer en ville ». Qui, que fait-il, quoi? Un coureur franchit le pont. Cette question « qui, que fait-il, quoi ?» vous allez l'étudier pendant un trimestre entier et vous allez habituer vos élèves à écrire des phrases sujet, verbe, complément. Qui, que fait-il, quoi? Je nomme bien le personnage, l'action, se déplacer et le lieu de l'action. Et vos élèves, de façon très très guidée, vont progresser. Et au fur et à mesure de l'année de CE1, les phrases vont se rallonger jusqu'à devenir des paragraphes et puis des textes. À la fin, les habitants effrayés fuient le monstre. Effrayés, les habitants fuient le monstre. Vous allez pouvoir apprendre du style à vos élèves. Dernière précision. Est-ce que c'est fait pour vous, la pédagogie explicite? Est-ce que c'est fait pour le français? Est-ce que c'est fait pour les maths? Est-ce que c'est fait pour vos élèves? Premièrement, pour quelle discipline? C'est particulièrement adapté, la pédagogie explicite, pour les notions nouvelles, dès que vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Et plus le temps passe dans l'enseignement, plus on révise. Donc ce que je vous ai décrit comme séance, c'est principalement pour les notions nouvelles. En revanche, c'est adapté aux compétences complexes. J'ai parlé de la compréhension, j'ai parlé de la rédaction. C'est également en mathématiques la résolution de problèmes. C'est également la méthodologie, comment réviser, comment organiser mon travail, comment planifier mes révisions quand on est au collège ou au lycée. Pour quels élèves? Et là j'insiste, pour tous les élèves. Les études montrent, sans aucune ambiguïté, que tous les élèves, qu'ils soient en difficulté, qu'ils aient des besoins particuliers, qu'ils aient des troubles cognitifs, ou qu'ils soient très avancés, bénéficient d'un apprentissage explicite. Pour quels professeurs? Et je vais terminer par ça, les professeurs qui ont conscience qu'ils sont les agents du changement. Si vous êtes sûr de ça, quand vous entrez dans votre classe et que vous dites « aujourd'hui, grâce à moi, les élèves vont apprendre quelque chose de nouveau », alors la pédagogie explicite est faite pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et excusez-moi pour cette fin un petit peu rapide. Je laisse une bibliographie pour ceux qui sont allés plus loin. Merci beaucoup.